Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, en partance pour la Guinée équatoriale pour prendre part à l'investiture du président équato-guinéen effectué hier jeudi un bref séjour en Côte d'Ivoire. Il a échangé avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Ce vendredi 20 mai, c'est la journée mondiale de la météorologie, la science de la mesure. Le thème cette année, mesure dans un monde dynamique. Salah Abdel-Slam, suspect clé des attentats du 13 novembre, a été interrogé ce vendredi pour la première fois au palais de justice de Paris par les juges d'instruction. Il ne s'est pas exprimé selon son avocat. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Nous vous le disions dans nos titres, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, en partance pour la Guinée équatoriale pour prendre part à l'investiture du président équato-guinéen a effectué hier jeudi un bref séjour en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État nigérien et son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara, ont eu un entretien au salon d'honneur du pavillon présidentiel à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Au menu, le renforcement des relations bilatérales et les sujets d'intérêt commun. Jérôme Kofi Abolin. Très bref, le séjour ivoirien du président nigérien Mahamadou Issoufou ce jeudi 19 mai 2016. Un séjour d'environ 1 heure d'horloge à partir de 11 heures quand le chef de l'État nigérien est accueilli à sa descente d'avion par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Et il s'en est suivi un tête-à-tête entre les deux hommes d'État au salon d'honneur du pavillon présidentiel. Aussi bien pour le président nigérien que pour le président ivoirien, cette visite, quoique brève, est tout à fait fructueuse. Vous connaissez les liens entre la Côte d'Ivoire et le Niger, des liens donc forts, des liens anciens, d'abord au sein du Conseil de l'Entente, également au niveau de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, de la CEDEAO, nos liens personnels, le président et moi-même. Et donc c'est toujours un plaisir, président, de vous recevoir à Abidjan. La visite est très brève, mais elle a été fort fructueuse. On a donc profité de cette rencontre pour aborder un certain nombre de questions d'intérêt commun, un certain nombre de questions bilatérales. Nous avons également abordé des questions multilatérales. Nous sommes tous les deux pays membres d'un certain nombre d'organisations. La CEDEAO, l'UEMOA, le Conseil de l'Entente. Il y a des sujets d'intégration que nous avons abordés. Nous avons mis à profit notre entretien pour évoquer les questions de sécurité régionale qui nous préoccupent tous. Et en particulier, il faut le dire, la situation dans le Sahel, la situation au nord Mali. Et je constate que par rapport à l'analyse que nous faisons de cette situation, nous avons une parfaite identité de vue quant aux solutions qu'il faut mettre en place pour créer les conditions d'un retour définitif de la paix, en particulier au nord Mali. Ensuite, nous avons abordé cette question extrêmement importante pour nous, relative au chemin de fer, à la boucle ferroviaire, Lomé, Cotonou, Niamey, Abidjan, Ouaga, Abidjan. Là également, nous avons convenu que ce projet structurant pour les économies de nos différents pays va être redynamisé et nous allons très prochainement voir comment mobiliser les partenaires afin que ce projet soit effectivement accéléré. Avant ces échanges, le président Mahamadou Issoufou s'est donné le temps pour saluer ses compatriotes présents à l'aéroport à son arrivée. Au moment où il reprend le chemin pour sa destination finale, à savoir Malabo, il est 12h40. Le président du Niger, dans la capitale de la Guinée équatoriale, va prendre part à la cérémonie d'investiture du président équato-guinéen Théodoro Obiang Nguema après sa réélection pour un autre mandat à la tête de son pays.
Autre activité du chef de l'État Alassane Ouattara, il a reçu le président fondateur du groupe Adax et Oris, un groupe suisse qui intervient dans la distribution de produits gaziers et pétroliers et qui veut étendre ses activités en Côte d'Ivoire. À Ouattouré. Fruit de la fusion des activités de négoce et d'aval pétrolier du groupe privé Adax et Oris, Oris Énergie, fournisseur indépendant de produits pétroliers et gaziers, entend accroître ses activités en Côte d'Ivoire. Le président fondateur de ce groupe suisse, Jean-Claude Gandour, est venu faire au président de la République Alassane Ouattara le point sur les investissements réalisés et à venir, notamment la réhabilitation du centre amplisseur de Boaké et la construction de mini-centres amplisseurs à l'est et au sud-ouest du pays. Nous sommes opérateurs économiques en Côte d'Ivoire depuis à peu près 30 ans. Dans le domaine aujourd'hui du gaz. Et donc nous avons parlé d'investissements futurs pour pouvoir faire une implantation de gaz plus importante dans le futur. Nous avons commencé nos investissements dans ce pays de manière plus soutenue depuis à peu près les années 2000 et nous montons en puissance puisqu'aujourd'hui Oryx Côte d'Ivoire est le premier distributeur de GPL en Côte d'Ivoire. Le groupe Oris Énergie est représenté par 3 filiales en Côte d'Ivoire. Oris Gaz, premier opérateur du secteur gaz avec 26% de part de marché, Petrosisout et Oris Oil. Et ce télégramme de la présidence de la République par rapport au crash de l'Airbus A320 de la compagnie Egypte Air assurant la liaison Paris. Le quai est survenu hier jeudi au large de l'île grecque de Karapathos avec à son bord 66 personnes, dont 15 ressortissants français et 30 égyptiens. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, adresse sa compassion et sa solidarité à la France et à l'Égypte. Parlons maintenant de bonne gouvernance. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a désormais une cellule de passation de marchés publics. Elle a été installée hier jeudi par le directeur des marchés publics. Une cellule de passation de marchés publics au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Objectif, instaurer plus de célérité, d'équité et de transparence dans les procédures. L'équipe dirigée par Francis Kwasi-Kouman a été installée par le directeur des marchés publics. Nous attendons déjà des administrateurs de crédit qu'ils fassent confiance en la cellule, qu'ils s'appuient sur elle, qu'ils soient proactifs et que la cellule ait les moyens de mener sa mission. La cellule de passation de marchés publics du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a une mission de contrôle de la qualité et de la régularité des opérations de passation et d'exécution des marchés publics. Veiller à la régularité de la passation des marchés au sein de notre ministère, veiller à ce que les crédits qui nous sont alloués soient véritablement utilisés pour que les populations ressentent les effets des efforts consentis par le gouvernement ou le ministère de la Santé. 5 ministères pilotes disposent d'une cellule de passation de marchés publics. Ce sont les ministères de l'Éducation nationale, de l'Agriculture, de la Défense, de l'Enseignement supérieur et de la Santé et de l'Hygiène publique. Ces cellules vont jouer un rôle majeur dans la quête et l'efficacité de la commande publique. Et c'est un reportage de Serge Kolia. Deuxième grand titre de cette édition. Ce vendredi 20 mai, c'est la journée mondiale de la métrologie, la science de la mesure. Le thème cette année est mesure dans un monde dynamique. À travers cette journée, le ministère du Commerce veut s'assurer que les instruments de mesure sur le marché sont conformes au modèle admis en Côte d'Ivoire. Perpétuellement, Chantal Aumont à Candan. Le 20 mai de chaque année est célébrée la journée mondiale de la métrologie. La métrologie est la science de la mesure. Elle intervient dans le commerce, la santé, l'environnement et la sécurité. Le ministère du Commerce a saisi l'occasion de cette célébration pour interpeller les commerçants à éviter la fraude dans les instruments de mesure et à collaborer avec les agents lors de la vérification de ces instruments. Je voudrais donc profiter de cette occasion de la célébration de la Journée mondiale de la métrologie pour inviter les professionnels et les commerçants à présenter leurs instruments de mesure au service des agents vérificateurs, des instruments de mesure du ministère du Commerce
à l'occasion de notre campagne de vérification périodique des instruments de mesure qui a débuté depuis le 25 avril dernier et prendra fin le 25 juillet prochain. La Journée mondiale de la métrologie revêt d'une importance capitale. Le gouvernement ivoirien a déjà adopté un nouveau projet relatif au système national de la métrologie le 15 juillet 2015. Cette occasion me donne l'agréable devoir de réaffirmer au nom de l'État le soutien du gouvernement de Côte d'Ivoire à toutes les actions menées en faveur de la promotion de la métrologie dans notre pays. L'exactitude des mesures est très importante pour lutter contre la cherté de la vie, d'où le thème de cette année, Mesures dans un monde dynamique. La Fondation internationale Coco Initiative a lancé hier jeudi un projet dénommé « Éliminer le travail des enfants dans la cacao-culture ». Ce projet va s'étendre sur une période de 4 ans. Il va prendre en compte 50 communautés cacaoyères. Plus de 5000 enfants vulnérables au travail vont bénéficier d'un soutien et d'un encadrement visant à favoriser leur éducation. Pour combattre le travail des enfants dans la cacao-culture ivoirienne, la Fondation internationale Coco Initiative mise sur l'éducation, la formation et la lutte contre la pauvreté. Ce à travers les actions déclinées dans son initiative dénommée « Éliminer le travail des enfants dans la cacao-culture » en abrégé Projet ECLIC. Projet qui prévoit entre autres de prendre en charge 3000 enfants vulnérables au travail, d'assurer la formation professionnelle de 450 jeunes et d'appuyer 1500 ménages dans le développement des activités génératrices de revenus. En tout, 5450 enfants de 5 à 17 ans seront bénéficiaires. Le projet ECLIC est à la fois une opportunité, un défi et une promesse pour notre fondation. Nous sommes convaincus que ce projet sera le début d'une longue série et l'ouverture à l'implémentation d'autres projets de plus grande envergure afin d'impacter de façon plus significative le quotidien des enfants des communautés cacaoyères. Coût global du projet ECLIC, 2,7 milliards de francs CFA. Un financement accordé par le gouvernement américain à travers le département du travail. Pour la mise en œuvre, la Fondation internationale Coco Initiative va prendre en compte 50 communautés productrices du cacao. Vu l'impact escompté, le projet ECLIC bénéficie du soutien de la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, la première dame Dominique Ouattara. Elle était représentée à cette cérémonie de lancement par le ministre Moussa Dosso. Le projet ECLIC participe à l'exécution du plan d'action national 2015-2017 de lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants. Je voudrais profiter de cette occasion pour, encore une fois, remercier la Fondation pour ses initiatives en faveur de la lutte contre les pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire. Je garde l'espoir qu'ensemble, avec ce type de partenariat, nous arriverons à endiguer le phénomène des pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire. Lancé officiellement ce jeudi, le projet ECLIC en phase d'exécution depuis novembre 2015 prendra fin en novembre 2019. Thomas Guessambi, autre information, la lutte contre le banditisme s'accentue en Côte d'Ivoire. La police ivoirienne veut éradiquer le phénomène des microbes. Elle vient de lancer l'opération Épervier pour traquer ces jeunes gens qui s'adonnent à la délinquance. Et déjà, plusieurs suspects ont été interpellés. Abou Sanogo suit cette opération pour RTI 1. Du monde aux alentours de la préfecture de police d'Abidjan. Ces personnes sont des proches et parents de jeunes interpellés dans le cadre de l'opération Épervier lancée depuis le mardi 17 mai dernier. Une opération de sécurisation des personnes et des biens menée par toutes les unités de la police nationale appuyée par le Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO. Elle vise également la traque des jeunes délinquants appelés microbes. Et pour cela, 3500 éléments issus de différentes forces ont été mobilisés. L'opération Épervier est caractérisée par des patrouilles, ratissages et démantèlement de fumoirs et tout autre endroit suspect. Yopougon, Apobo, Cocody et Adjamé sont les communes qui ont été visitées par les forces de l'ordre. Bilan, 422 interpellations, 21 fumoirs détruits,
266 boulettes de cannabis, des armes blanches et des comprimés non enregistrés saisis. Selon le préfet de police d'Abidjan, l'opération va se poursuivre jusqu'à atteindre l'indice zéro criminalité. Tous les quartiers des communes du district d'Abidjan sont dans le viseur des forces de l'ordre pour mettre fin aux agissements des jeunes délinquants. Allez, vous l'avez compris, la place des enfants et des jeunes, ce n'est ni dans les plantations, encore moins dans les rues, mais plutôt à l'école. Mais à l'école, l'enfant doit être éduqué. Il faut trouver des méthodes pour l'amener à mieux apprendre. Et parmi ces méthodes, il faut bannir la punition corporelle. Une conférence a été organisée sur la question. Ami Koulibaly. L'éducation sans punition, est-ce possible? Cette question était au cœur d'une conférence prononcée par Germain Zamblébi, inspecteur de l'enseignement primaire. Pour le conférencier, il faut éviter les punitions corporelles et mettre en place des sanctions adaptées pouvant contribuer à l'éducation des élèves. Parce que, selon lui, les punitions corporelles sont une forme de violence qui, au bout du compte, vont créer un sentiment d'humiliation chez l'élève. Malgré l'arrêté d'interdiction de Madame la ministre de l'Éducation nationale, nos enfants continuent d'être obligés de services corporels dans les classes. Il faut qu'on interpelle nos enseignants pour leur dire que non, c'est fini, on n'a pas le droit de frapper un enfant. Et les sanctions adaptées vont permettre à l'élève d'avoir une limite. Une méthode dont devraient s'inspirer les éducateurs et les enseignants. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle en visite dans les établissements placés sous son autorité à Bouaké et à Katiola. Il est question pour Paul Kofi de toucher du doigt les réalités de ces établissements. Et Kwadjo Kwame Jean de Daniel de RTI Bouaké a suivi les activités du ministre Paul Kofi. À Bouaké, Paul Kofi s'est rendu successivement au Collège d'enseignement technique féminin, CETF, au Collège d'enseignement technique, CET, au Centre de bureautique de comptabilité et de gestion, CBCG, et au lycée technique. À Katiola, au Centre de formation professionnelle, Paul Kofi s'est rendu compte des acquis et de la réalité que vivent ces établissements. Il était nécessaire que je vienne expressément dans les établissements à l'intérieur du pays pour prendre le pouls de la situation, constater l'état des équipements, des infrastructures, malheureusement qui sont vétustes. Paul Kofi a aussi insisté sur la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle avec la réalisation des projets en cours afin de redonner à l'enseignement technique et à la formation professionnelle un souffle nouveau. Nous avons décidé dans le cadre de 3 programmes, un programme de réhabilitation de l'ensemble de nos dispositifs, un programme de construction de nouveaux établissements pour lesquels nous en avons 2 à Bouaké, un à Boutro, et donc je suis venu leur annoncer cette nouvelle. Nous avons aussi des programmes de nouveaux établissements, des centres multisectoriels, parce que Bouaké est une zone industrielle où nous pouvons développer des établissements de type technopole. Et ensuite, nous avons aussi à revoir tous les programmes de formation. Des actions vigoureuses à mener afin que l'enseignement technique et de la formation professionnelle épouse l'ère du temps, l'adaptation de la formation aux besoins de l'emploi. Allez, tout à fait autre chose. À présent, le Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine organise un atelier de formation avec les parties prenantes du système de la taxe de voirie, d'hygiène et d'assainissement. Objectif, vulgariser cette taxe différente de l'impôt foncier. Eric Goré. La taxe de voirie, d'hygiène et d'assainissement TVHA est l'une des ressources financières destinées au Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine, FFPSU. La taxe, qui existe depuis 1996, est peu connue du grand public. L'objectif de cette table ronde est de savoir les raisons pour lesquelles les ressources sont en dessous des réalisations escomptées. Est-ce par la méconnaissance de cette taxe? Est-ce par la volonté manifeste des contribuables soumis à cette taxe de ne pas vouloir payer l'impôt? Cette table ronde nous permettra, n'est-ce pas, de répondre à cette problématique. Un atelier est donc initié pour vulgariser davantage cette taxe. Cet atelier avait pour thème l'optimisation de la TVHA pour un service public de salubrité de qualité. Ceux qui sont assujettis à cette taxe
Il s'agit des personnes qui bénéficient d'une exonération temporaire et personnelle. Donc, il ne s'agit pas de tous ceux qui sont exonérés de l'impôt foncier. Selon le représentant du ministre de la Salubrité urbaine, la TVHA permet au FFPSU d'être plus efficace sur le terrain. Il faut qu'on fasse tout. Il faut que tous les Ivoiriens se sentent concernés. S'il y a des gens qui doivent payer des taxes pour que la salubrité soit améliorée, il faut les payer. Ça, c'est le civisme. Les participants à cet atelier sont composés d'agents du FFPSU, des impôts, de la NASU et du ministère des Affaires étrangères. Allez, parlons d'un autre atelier, cette fois pour plancher sur les dispositions à prendre pour freiner l'érosion côtière dans les pays de la façade ouest africaine. Il se tient depuis mercredi à Grand Laou, initié par la Banque mondiale. Cette institution financière, à travers cet atelier, veut aider les pays concernés par cette situation à sortir de ce calvaire. Venance et Maniamien. Laou Banda, village situé dans le département de Grand Laou, risque de disparaître sous les eaux du fait de l'érosion côtière si rien n'est fait. Tout comme l'ensemble des îles au large du littoral de cette ville, le plus grand village de Grand Laou, avec ses 4000 âmes, subit chaque jour qui passe les affres de l'avancée de la mer. On s'est déplacé 3 fois. Bon, on a trouvé que rien ne change. Outre les habitations qui sont menacées, l'érosion côtière a aussi un impact négatif sur l'activité de pêche. Dans les années 80, 82 par là, je sortais avec 150 kilos, voire. Mais aujourd'hui, tu as trop fait, peut-être c'est 10 kilos que tu fais. C'est pas toujours dans ces 10 kilos là. La situation de Laou Banda va bientôt avoir une solution. Au cours de cet atelier sur la lutte contre l'érosion côtière dans les pays de la façade atlantique ouest africaine qui se tient à Grand Laou, la ville a été retenue comme site pilote dans le cadre du programme d'assistance technique de la Banque mondiale. La COP21 de Paris, que la Banque mondiale a lancé son business plan pour le climat en Afrique. Ce business plan vise à stimuler la résilience de la région face au changement climatique par le biais d'un certain nombre d'actions concrètes. Il doit y avoir un programme d'investissement lourd pour Grand Laou et pour toute la zone littorale de la Côte d'Ivoire. Donc c'est de dire à mes parents d'être patients, de faire confiance au chef de l'État et à son gouvernement. Après analyse de la situation du littoral ivoirien, long de 566 km de lignes de côte, 5 points chauds ont été identifiés comme les plus vulnérables et les plus touchés par l'érosion côtière, selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Grand Laou existe, Grand Bassam, Assini, San Pedro, Port-Bouy. Mais le cas de Grand Laou est devenu un cas d'école parce que les populations sont en difficulté. En plus de la Côte d'Ivoire, ce sont tous les pays de la façade atlantique ouest africaine qui sont touchés par l'érosion côtière. Ces pays ont commencé à subir il y a quelques années d'énormes défis naturels et d'autres défis anthropiques qui font que ça commence en fait à nuire à leur économie. Extraction de sable sur les plages et construction d'infrastructures de développement sur les côtes sont entre autres actions de l'homme qui amplifient l'érosion côtière. Il s'agit donc au cours de cet atelier d'interpeller les gouvernants sur cette situation. 8 motos et 4 cycliques sont mises à la disposition des écoles de l'Institut de formation professionnelle agricole. Coût de l'investissement environ 30 millions de francs CFA. Ces équipements vont aider ces écoles dans leur fonctionnement. On en parle avec Noël Nyangyo. L'agriculture est le moteur de la croissance de l'économie ivoirienne, le poumon de l'emploi. 2 actifs sur 3 sont du secteur agricole. Pour mieux encadrer ces actifs en formation, la direction de l'Institut national de formation professionnelle agricole, INFPA, a consenti un investissement de plus de 30 millions de francs CFA en moyens de mobilité pour assurer un encadrement adéquat des étudiants. Encadrer nos étudiants pendant le stage permettra également de rechercher les stages à travers les entreprises agricoles dans la sphère de leur environnement. Quant au tricycle, ils permettront véritablement de faire des travaux dans les fermes. Les fermes, malheureusement, sont éloignées des écoles. Donc, nous avons estimé bon que pour se rendre très tôt à la ferme ou pour revenir avec du matériel ou en apporter au niveau de la ferme, il fallait des tricycles pour faciliter le travail. Auparavant, cela se faisait à travers des brouettes. Nous estimons qu'il fallait véritablement leur donner ces moyens pour
être véritablement à la pointe du travail. 8 motos, 4 tricycles composent ces moyens de mobilité mis à la disposition de 9 écoles de formation dans tous les métiers agricoles. Cela en conformité avec le budget de fonctionnement. La zone Anader de Gagnon a organisé une journée agricole dans la ville. Il s'agissait pour les responsables locaux de l'Agence nationale d'appui au développement rural de faire découvrir et apprécier de nouvelles variétés de riz. Eugène Atoubé. Dégustation publique de riz à Gagnoa. Toutes les populations de la cité du fromager ont été invitées à prendre part à ce moment particulier où le riz était à l'honneur. Au menu de cette dégustation, 2 variétés de riz, le CK21 et le CK801, découvertes par les populations de Gagnoa qui s'en sont fait une idée. C'est un peu sucré, donc ça peut plaire et aux grandes personnes et aux enfants. Il est souhaitable que ces variétés soient vulgarisées pour qu'on puisse arriver à la sécurité alimentaire. Le CK21 et le CK801 sont 2 nouvelles variétés de riz introduites à Gagnoa à l'initiative du PPAOWAP, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, dont le projet est exécuté par l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural. Le CK21 et le CK801, selon les responsables de cette structure, donnent un rendement meilleur, comparé au Vita9, autre variété jusque-là adoptée par les agriculteurs de Gagnoa. Les variétés CK21 et CK801 ont été introduites pour corriger le phénomène de toxicité ferreuse qui réduit la productivité du riz dans les bas-fonds. Donc ce sont des variétés que nous allons multiplier et mettre à la disposition vraiment des producteurs. Pour l'heure, le CK21 et le CK801 sont dans une phase pilote. 80 riziculteurs de Gagnoa expérimentent ces 2 variétés qui feront bientôt l'objet d'une valorisation, diffusion et promotion auprès des riziculteurs en Côte d'Ivoire. Un mot de religion dans cette édition et parlons de djihad et de terrorisme. C'est le thème de la conférence publique qui s'est tenue il y a de cela quelques jours dans la commune de Koumoussi à l'intention de la communauté musulmane. Elle a été animée par le cheikh Youssouna Sako, spécialiste des questions religieuses dans le Maghreb islamique. Serge Kolia. Le 13 mars 2016, sur les plages de Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, un attentat terroriste faisait 22 morts. 22 innocents tombés sous les balles assassines d'individus se réclamant de l'islam. 2 mois après, Gamatou Daïlaloul Kaïra, association religieuse, monte au créneau. Pour cette association islamique, il s'agit, à travers cette conférence publique, de lever tout équivoque entre le djihad et le terrorisme. Il était opportun pour nous d'expliquer un peu ce que c'est que le djihad dans l'islam. Nous avons choisi ce thème-là pour pouvoir expliquer à la jeunesse musulmane et à la communauté nationale et internationale que l'islam est une religion de paix et que chacun de nous puisse faire la différence entre le terrorisme et l'islam. Et pour dire cette vérité, c'est cet homme qui a été choisi, Cheikh Younoussa Sako, musulman spécialiste des questions islamiques dans le Maghreb. Il a prêché la bonne nouvelle pendant plus de 2 heures de temps. Au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu sa révélation, certains l'empêchaient, les mécréants l'empêchaient de propager l'islam. Donc pour cela, le djihad, il permettait aux gens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire ce que c'est que l'islam, de pouvoir propager l'islam. Donc le djihad en réalité, c'est de pouvoir propager l'islam et non d'aller tuer des personnes innocentes, comme on le fait penser aujourd'hui. En plus du djihad, d'autres termes tout aussi importants pour l'islam ont été abordés, notamment le mariage développé par Awaou Djiri. La bénédiction finale a mis un terme à ce moment d'édification spirituelle qui s'est achevé tard dans la nuit. Serge Kolia, et cette information pour terminer cette édition. Salah Abdel Slam, suspect clé des attentats du 13 novembre, a été interrogé ce vendredi pour la première fois au Palais de justice de Paris par les juges d'instruction. Il ne s'est pas exprimé selon son avocat. Ce sont les magistrats antiterroristes qui l'avaient mis en examen pour assassinat terroriste le 27 avril dernier lors de sa remise par la Belgique à la France qui l'ont interrogé. D'autres auditions suivront ultérieurement.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.